Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de réponse à un tag qui consiste à associer un jeu, que ce soit un tarot ou un oracle, par décennie, donc par décennie de vie. Donc moi j'ai 48 ans, donc ça me fait 5 jeux. J'ai déjà tourné cette vidéo en anglais et en français. Et en fait, j'ai réalisé en réécoutant les vidéos l'importance de la façon dont on se raconte et ce que ça dit de nous aussi. Et alors je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement intime. Voilà, donc j'avais envie de le refaire parce que j'avais envie de regarder les choses un peu différemment, de prendre plus de temps pour me poser, parce que je l'avais fait de façon assez... comment dire, j'étais partie un peu comme ça, c'était assez léger, et dans la vidéo, c'était devenu plus léger du tout, parce que ça refait remonter pas mal d'émotions. Et du coup, j'avais envie de regarder les choses avec un œil différent. Et voilà, donc c'est... une nouvelle tentative de faire ce tag. Donc j'ai changé aussi un petit peu les époques parce que il y a eu des dates charnières en fait dans ma vie et que ça correspondait pas tout à fait à 10 ans. Donc j'avais envie que ces périodes charnières, elles correspondent à des périodes. Et finalement, je me retrouve aussi avec 5 périodes. Alors la première période, c'est de ma naissance à 7 ans. Je vivais en ville, dans un HLM, voilà, donc un HLM, donc avec beaucoup de gens qui vivaient aussi dans cet immeuble-là. Je vivais aussi au-dessus d'un cimetière, c'était juste à côté d'un cimetière. Alors c'est une période où il y a beaucoup de choses en fait qui sont passées. Donc d'abord, mes sœurs sont nées. J'ai eu 2 sœurs, une à 3 ans et une quand j'avais 6 ans. Je me rappelle pas avoir vécu ça comme un moment merveilleux. Je me souviens quand on m'a annoncé que alors je devais avoir 6 ans, je pense, donc à la naissance de mon autre sœur. La maîtresse était venue me voir, je devais être en dernière année de maternelle, en me disant oui, t'as une sœur, t'es contente, hein, t'es contente. Et moi je me disais ben non, je suis pas très contente. Donc voilà, c'est ce type de choses dont je me souviens. Je me souviens de l'immeuble avec les autres enfants. C'était donc facile d'être avec plein d'autres enfants parce qu'on habitait un peu tous ensemble. Et il y avait une fille qui était importante pour moi, qui s'appelait Caroline, qui était un petit peu ma grande sœur. Et en fait, pendant ces 7 années, il y a 2 choses en fait qui ont coexisté. Il y avait une sorte peut-être de tristesse et de difficulté déjà à vivre, avec donc à 3 ans et demi l'envie de dormir pour toute la vie. Donc j'ai pris voilà, un médicament et après à l'hôpital on me l'a fait payer très cher. Mais moi je l'avais enregistré à cette époque-là comme une bêtise et j'avais été punie pour cette bêtise. Et à côté de ça, en parallèle, il y avait les rêves. Et j'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Et c'est pour ça que j'ai choisi un jeu qui est le Crystal Vision, qui est un jeu qui est rose et qui est plein de douceur, plein de rêves. Et moi, mon monde intérieur, c'était ça. C'était ce monde rose, ce monde qui aurait dû être le monde extérieur et qui n'était pas le monde extérieur. Je vivais le monde extérieur comme étant dur, comme étant agressif, comme étant dangereux, comme étant, oui, menaçant. J'étais pas forcément à l'aise aussi avec les autres, même s'il y avait cette Caroline qui était cette sorte de grande sœur intrépide et
qui osait faire des tas de choses. Et je me souviens avoir commencé justement à cette époque-là à être complètement fascinée par l'Angleterre, à avoir envie de parler anglais et avoir comme rêve de devenir reine d'Angleterre comme métier plus tard. Donc voilà, ça c'était mon monde intérieur, un monde de princesse, un monde de douceur, un monde avec des nuages, mais des nuages qui étaient roses et violets. Et voilà, un monde avec des princes charmants qui vont sauver les princesses. Donc j'avais ça, et j'avais aussi, et j'aime bien aussi ce jeu-là pour ça, il y avait aussi une idée d'aventure. J'avais ce rêve d'aventure, de super-héroïne ou de... Alors à l'époque je connaissais pas Indiana Jones, mais il y avait cette idée aussi d'aventurière. Parce que j'ai vécu avec, comment dire, des sortes d'aventuriers dans ma famille, entre autres ma tante, qui était la sœur la plus proche de ma mère et qui vivait déjà à l'époque au Pérou, mais qui avait vécu dans plein de pays différents, en Indochine, au Maroc, et voilà, elle vivait des aventures extraordinaires, et moi ça me faisait rêver aussi. Donc ce côté en fait rêveur, c'est le début de ma vie, et c'est aussi quelque chose qui m'a suivi et qui est toujours là d'ailleurs, parce que vous voyez, j'ai choisi ce jeu-là. C'est ce jeu-là, il me plaît beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, et donc il y a encore cette partie-là de moi qui existe. Et voilà, donc c'était une période certainement difficile, puisque la seule chose dont je me souviens, donc, c'est quand j'ai eu envie de dormir pour toute la vie. Donc c'est déjà, il y avait déjà quelque chose qui fonctionnait pas, enfin en tout cas une difficulté à être dans la vie, et en même temps des tas de rêves romantiques, et puis des rencontres aussi avec cette Caroline, et puis voilà, et puis mes sœurs avec au début plutôt des responsabilités. Je me suis beaucoup occupée de ma sœur la plus petite, un peu comme une maman, donc je pense que ça c'était peut-être un petit peu lourd aussi pour moi. Voilà, donc c'est tout en... comment dire, tout en ombre et lumière, ce début de vie. Donc voilà, un côté rose, mais un côté aussi avec, vous voyez, on n'a pas des ciels ultra lumineux, on a des choses avec quelque chose de sombre, quelque chose de mystérieux. Et oui, j'ai dit que j'habitais à côté d'un cimetière. J'ai commencé en fait aussi à cette période-là à avoir un lien avec la mort, avec les morts, qui était un peu particulier. Voilà. Donc ça, c'est de 0 à 7 ans. Ensuite, à 7 ans, j'ai déménagé. Enfin, on a déménagé, ma famille a déménagé, parce qu'on ne rentrait plus dans l'appartement. Et en fait, voilà, ma sœur est arrivée quand j'avais 6 ans. On a déménagé pour après le CP, donc quand j'avais 7 ans. Et on est allé à la campagne, dans un lotissement. Et j'ai eu des difficultés à m'y faire. Je me suis jamais trop plu à la campagne, dans ce lotissement. Je me trouvais, c'était trop isolé, c'était... Voilà, peut-être que déjà j'avais pas une grande capacité d'adaptation. Et c'est là que, en fait, j'ai développé pendant donc de 7 à 18 ans, petit à petit un sentiment de ne pas être conforme. Et le jeu que j'ai choisi, c'est le Deviant Moon. Donc j'ai eu ce sentiment jusqu'à 18 ans d'être, oui, de pas être conforme, de pas correspondre à ce que je devrais être.
Et puis, les difficultés avec les autres, ou ce sentiment de solitude et de différence, s'est accentué. Et intérieurement, j'ai énormément visualisé comment être pour être conforme. Donc c'était un peu... bon, c'était pas très facile. À l'inverse, j'ai vécu des choses assez chouettes avec mes sœurs. On était très très proches, toutes les trois. Et puis j'avais quand même, voilà, de temps en temps je voyais mes cousins, qui étaient un peu des grands frères, des modèles pour moi, ils sont très importants. Il y avait ma marraine aussi, qui était la femme que j'aurais aimé être. Mais j'avais toujours cette idée de non-conformité. Celle-ci, elle me parle beaucoup. J'avais l'impression d'être faite de briques et de broc et de pas être comme les autres, et j'arrivais pas à être comme les autres, et j'arrivais pas non plus à me faire accepter des autres, même si cette façon de le voir, enfin, j'avais cette idée de solitude, mais quand même j'avais une super copine qui était Aude, avec qui on partageait l'amour du cinéma au collège. J'ai toujours eu une super copine à partir du collège. Donc voilà, là c'était Aude au collège, on partageait donc l'amour du cinéma. Peut-être qu'on s'était rapprochés aussi parce qu'elle était fille d'enfants divorcés, donc elle avait quelque chose aussi de différent par rapport aux autres. Par contre, elle, c'était un peu la fille que tout le monde aimait, et la fille que... Oui, et c'est étrange parce que quand je me raconte, j'ai l'impression d'être seule et d'être différente, alors que j'étais l'amie d'une des filles les plus populaires du collège. Voilà, voilà, c'est étrange cette façon de... Ce que j'ai retenu et ce que j'analyse aussi au niveau, euh, de... en étant plus... en prenant plus de distance. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez étrange et qui est assez intéressant à faire. Ensuite, au lycée, je me suis retrouvée dans un... Donc, je venais de la campagne, et je me suis retrouvée dans un lycée privé, parce que mes parents, même s'ils n'avaient pas énormément de moyens, avaient envie, donc ont beaucoup investi, en fait, le côté mental, le côté études. Et puis, j'étais plutôt douée pour les études. Alors pendant toutes ces années, j'étais surtout collège-lycée, j'étais très 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 angoissée à l'idée de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Je me souviens, une fois j'avais loupé un truc de maths, et je visualisais, j'espérais que le prof ait un accident de voiture qui meure pour pas avoir la note. Donc voilà, j'avais cette angoisse. Et donc après, je suis arrivée au lycée, donc un lycée privé, où là, à nouveau, je me sentais pas à ma place, encore moins, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt des enfants de notables, des gens qui avaient de l'argent, qui avaient une façon de vivre qui était différente de la mienne, et en tout cas qui avaient aussi une estime d'eux-mêmes qui était plus élevée que la mienne, même si je vois des choses où dans les groupes de gens populaires, il y avait beaucoup de cruauté en fait dans ces groupes-là. Donc moi, j'ai pas fait partie de ces groupes. Et j'avais aussi, même chose, à chaque fois une copine qui était souvent, voilà, une fille qui était super belle et qui était ma meilleure amie. Et donc voilà, mais qui avait ce côté aussi solitaire. Donc j'ai pas fait partie de groupe, j'étais plutôt avec d'autres personnes qui devaient peut-être aussi se sentir comme moi, un peu bizarre. À 17 ans, j'ai fait une énorme crise, on va dire métaphysique, quand j'ai découvert la philosophie. Ça m'a ouvert plein de choses, et ça m'a mis face avec le sens de la vie, avec l'incapacité à tout comprendre, à tout maîtriser. Et là encore, je me suis pas sentie capable de vivre, c'était difficile. Oui, j'ai vécu des moments sombres assez importants.
Et oui, je me suis sentie vraiment pas bien, pas à ma place. Et puis j'avais voilà toujours ce truc avec les morts. J'ai beaucoup oui, été en contact avec la mort, avec les morts, avec le monde un peu, le monde de l'au-delà. Donc c'est sombre aussi quand on est comme ça. Alors sûrement que j'appelais aussi parce que j'étais sombre, peut-être qu'il venait à moi aussi parce que ça vibrait, donc je laissais la porte ouverte. Pendant cette période-là, il y avait ça, et en parallèle, il y avait une sorte de deuxième vie, c'était pendant les vacances, où là j'avais plus la pression, et où c'était les vacances, j'étais plus légère, où par exemple j'avais une correspondante anglaise, je suis allée en Angleterre, et où là j'ai commencé à sortir, à prendre du plaisir, à danser. J'ai toujours aimé beaucoup la musique. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de danse classique. Donc voilà, la musique, danser sur de la musique, me reconnaître dans des musiques, voilà, j'aimais beaucoup Indochine, j'aimais beaucoup voilà, Alphaville aussi. Voilà, j'avais aussi à un moment aussi Michael Jackson qui me parlait pas mal, et j'ai écouté des chansons qui me donnaient en fait de la force. Donc je me suis beaucoup accompagnée de la musique, et avec voilà, des choses assez sombres, et aussi de voyage. Là, on retrouve Indochine, c'était vraiment ce côté de l'Indochine et des voyages. Donc j'ai continué en fait à être nourrie par les voyages, par l'imaginaire du voyage. Je rêvais énormément, je faisais beaucoup de rêves conscients. Donc j'avais en fait deux vies, la vie réelle, enfin la vie matérialisée, puis la vie dans ma tête. Et les choses étaient très différentes. Et j'avais dans cette vie de rêve cette envie de me transformer pour être différente, et pour être conforme en fait, et pour être dans le succès aussi. Et les petites tentatives de succès et de vivre ce rêve-là avec mes correspondantes, avec mon premier amour, avec ce qui se passait aussi entre jeunes dans dans les endroits où on partait en vacances. Voilà, donc il y avait ces deux mondes-là qui cohabitaient. Mais quand même, voilà, ce qui était surtout vrai, c'était cette idée de non-conformité et de bizarrerie. J'aime bien ce jeu aussi parce qu'il a été fait à partir... Enfin, il y a certaines textures. Donc voilà, par exemple, je pense des choses, des couleurs qui ont été faites à partir de photos qui ont été prises dans des cimetières. Donc voilà. Donc on allait énormément aussi dans les cimetières, enfin on allait énormément. Il y avait ce culte des ancêtres aussi dans ma famille qui était assez fort parce qu'il y a eu beaucoup de morts tragiques avant ma naissance. Et il y a eu aussi beaucoup de souffrance en fait. Je suis dépositaire d'une lignée où il y a eu beaucoup de souffrance, mais comme pas mal de gens, c'est vrai que nos parents, et nos grands-parents surtout, et nos arrière-grands-parents, ils n'ont pas eu une vie facile. Il y a eu la guerre, il y a eu la pauvreté, donc dans pas mal de lignées, on a ça. Et donc voilà. Donc ça, c'est jusqu'à 18 ans. Et puis, à partir de 18 ans, je suis partie de chez moi, donc je me suis, quelque part, je me suis décollée peut-être de l'histoire familiale. Et de 18 à 33 ans, j'ai commencé à vivre. Alors au début, à la faculté, c'était super. J'ai vécu une sorte de libération. J'étais toujours bizarre, mais je faisais partie d'un groupe. Et ce groupe-là, il m'acceptait. Il passait du temps avec moi. Enfin, on passait du temps ensemble. Même s'ils m'ont dit, oui, t'es bizarre, tu parles pas beaucoup, parce que je parlais pas du tout même.
où t'es bizarre et je sais pas, quand tu danses, t'es toute raide parce que j'étais beaucoup dans le contrôle du corps. En plus, la danse classique, dans danse classique, on apprend à contrôler le corps. C'est pas de la danse africaine. Petit à petit, je me suis un peu. Déjà, j'ai terminé ma croissance, je suis devenue une femme. J'ai commencé à avoir aussi du succès, même si au début, je ne l'ai pas vraiment vu. Euh, j'ai Ça a été, oui, ça a été quelque chose de libérateur de vivre. Donc au début à Lyon, après je suis partie à Marseille, après à Grenoble. Et j'ai vraiment vécu en groupe et le groupe m'a beaucoup apporté. Et il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas toujours faciles quand on est en groupe, surtout après quand j'ai été en cité universitaire qu'avec des filles. Mais voilà, j'ai retrouvé un groupe et j'ai pu commencer à me transformer. Donc il y a eu cette première période de transformation où il m'a fallu du temps pour plus cacher mon corps, pour vraiment m'habiller en femme. Et après, donc, j'ai été prof. Et cette expérience de prof, ça m'a complètement transformée parce que ça m'a permis de développer quelque chose que je ne connaissais pas en moi, ou tout au moins que j'avais en moi, mais que j'avais dans la responsabilité que j'avais de mes sœurs. Et j'ai vu que je pouvais aussi être quelqu'un qui en imposait et qui se posait devant les autres. Et voilà, quand on est prof, en plus j'étais prof dans un lycée technique, donc c'était des élèves pour lesquels c'était compliqué d'être en cours. Il y avait, voilà, c'était plutôt un lycée pas trop facile. Mais j'ai développé, j'aimais beaucoup mes élèves. Ils ont été chouettes avec moi, même s'ils avaient du mal à rester en place. Mais le fait que moi je les voyais comme j'avais de la, comment dire, de l'amour, enfin c'était pas de l'amour amoureux, mais voilà, j'étais ouverte et j'essayais de comprendre qui ils étaient, et eux ils ont été très chouettes avec moi. Même s'ils étaient, voilà, même si les sciences physiques c'était difficile pour eux, pour pas mal d'entre eux, même s'ils m'ont un peu challengé certaines fois, même s'ils étaient, voilà, dissipés, ils ont été très chouettes, et moi ça m'a montré que j'étais capable de faire ça, et ça a été un pont pour après rentrer dans l'industrie. Le jeu que j'ai choisi ensuite, c'est celui-ci, c'est le Bad Bitches Tarot. C'est un jeu autopublié qui est basé sur la mode en fait. Il est hyper intéressant et il est très représentatif de ce que j'ai vécu, notamment plutôt à partir du moment où j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que ça s'est fait en transition, mais petit à petit, je suis devenue la personne que j'avais envie d'être. Donc je faisais attention à comment j'étais habillée. J'aimais beaucoup la mode, justement. J'étais dans un monde masculin où il y avait peu de femmes, où il y avait peu de femmes qui faisaient attention à la façon dont elles étaient habillées. En tout cas, encore moins de cadres. J'étais cadre dans une grande entreprise, dans la recherche. Donc ça a été des périodes où j'ai exploré une facette de ce que j'étais. Donc j'avais du succès auprès des hommes, j'avais du succès dans mon travail. J'ai pu voyager. Alors j'ai voyagé et dans le cadre de mon travail, et à côté, j'ai pu aller vivre des aventures, notamment grâce à mon mari, parce que je me suis mariée à 24 ans, qui était qui avait un côté my giver. Donc moi j'avais les idées, j'avais les envies, j'avais la capacité à organiser des choses, et lui il avait cette capacité à me rassurer, et j'avais complètement confiance en lui et en sa capacité à me protéger, à nous protéger lors des voyages. Ça a été une période très riche. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup été dans l'action,
Et en même temps, c'est une période où j'ai fait mourir une partie de moi. Alors après, plus tard, j'ai compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire, voilà, en fait, à 3 ans et demi, quand j'ai été à l'hôpital, j'ai vécu un traumatisme. Au lieu de me protéger et prendre en compte le fait que j'étais pas bien, on m'a fait payer et on a fait quelque chose que j'ai vécu comme de la torture. Donc j'ai développé au niveau psychiatrique un traumatisme avec les conséquences sur le cerveau d'un enfant en construction qu'a un traumatisme. Alors c'est encore plus fort quand c'est sur un enfant, avec donc la capacité à me dissocier et donc à me transformer en ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais développé cette capacité à plus être moi, et petit à petit je me suis éloignée d'une partie de moi. Donc toute la partie sombre, la partie triste, la partie sorcière que j'avais en moi, toute cette partie-là, je l'ai fait disparaître. J'ai ignoré complètement toutes les difficultés que je pouvais avoir, notamment les difficultés psychologiques, mais aussi les difficultés d'adaptation, etc. J'ai fait comme si j'étais une personne différente. J'ai fait croire aux autres, mais aussi parce que moi, je l'ai cru, j'ai cru que j'étais capable d'être cette personne-là, et je l'ai été jusqu'à 33-34 ans. Donc c'est une période hyper étrange, parce que c'était moi tout en n'étant pas moi, c'est-à-dire qu'il y a la personne quand même qui a fait des tas de choses, qui est allée en Afrique, qui a failli se noyer dans le dans le Zambèze, qui a attrapé une septicémie en Afrique, dans la brousse, qui a failli en mourir, qui a vécu des choses difficiles. L'Afrique, c'est beau, c'est roots, mais c'est dur aussi. Mais c'était ces pays-là qui m'attiraient. Voilà, c'est cette personne-là aussi qui a été prof, dans un environnement pas forcément très facile, qui a été cadre dans un environnement très masculin, dans l'industrie lourde, hein, du verre, de la chimie. C'est pas un monde féminin, c'est un monde où il faut se battre. Un monde qui à des moments m'a pas fait de cadeaux, mais quand même, j'ai quand même réussi à faire ça, et ça fait quand même partie de moi, sauf que il y a certaines parties qui n'étaient pas justes pour moi. Et notamment le fait d'être dans un environnement avec beaucoup de pression, beaucoup de stress. Moi, j'ai fait comme si j'étais pas sensible. Et en fait, aussi, la petite fille hypersensible a énormément souffert, et dans les voyages, et dans mon couple aussi, parce que j'étais avec un mari qui était beaucoup sur le challenge, sur les apparences, sur se dépasser. Et en fait, j'ai énormément puisé dans mes ressources parce que j'avais décidé d'être ça, en fait. Parce que j'avais envie aussi d'être dans ce challenge-là. C'était difficile aussi d'avoir des enfants, mais j'avais décidé que je voulais avoir des enfants avant tel âge. Donc j'étais cette personne avec cet habit que j'avais choisi et qui correspondait à la vie que j'avais envie d'avoir. À 33 ans, donc j'ai fait un burn-out, j'ai été hospitalisée, ça a été très violent, j'ai énormément souffert. En fait, au niveau psychiatrie, c'est le surmoi qui a lâché, c'est-à-dire l'habit, en fait, le masque que je mettais. Ce masque, il a explosé, et je pouvais plus, en fait, je pouvais plus ignorer une partie de ce que j'étais. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec une très très grande souffrance, à quelque chose de tellement intense que j'avais plus envie de vivre, tellement c'était fort, tellement j'ai souffert. Alors les gens qui n'ont pas vécu ça, pour eux c'est difficile à imaginer, mais les personnes qui connaissent la souffrance psychologique, vous savez que c'est pas que psychologique, c'est aussi physique. Il y a quelque chose de ça. Voilà, après ça s'ancre dans le physique. Et voilà, c'est pas... voilà. Donc j'ai été hospitalisée 3 mois. Ça a été très difficile parce que
ben, j'ai retrouvé en fait la petite fille hypersensible. Donc j'étais une hypersensible au milieu de gens qui n'étaient pas bien. J'ai réouvert toutes les portes, donc la porte de la connexion avec le mystérieux, les morts, tout ce que je comprenais pas, que je maîtrise pas, que je maîtrisais pas, la porte à l'hypersensibilité, donc à ressentir ce que les autres sentent et sans le gérer, c'est-à-dire sans forcément parfois savoir que ce que je ressentais, bah, c'était pas à moi. J'ai un petit machin blanc. Que c'était pas à moi, que ça m'appartenait pas, que ça appartenait aux autres. Tout ce que j'avais envie de faire, les envies de sauver ma mère quand j'étais petite. Enfin, il y a énormément de choses qui sont ressorties. Et à un moment, bah, j'ai dû décider si je continuais à vivre ou pas. Surtout que... Voilà. Et là, j'ai commencé à me battre. Et à avoir cette idée de... j'ai été ce que je voulais être et je suis contente malgré tout d'avoir vécu ces années qui étaient, comment dire, en surface beaucoup plus paisibles, même si je puisais quelque part dans mes ressources de base, mais j'ai pu faire des tas de choses, j'ai pu me montrer que j'étais capable de faire un certain nombre de choses et j'en avais besoin. Et j'ai pu montrer aussi, voilà, après on a toujours, moi je voulais montrer à mon père que j'étais capable de faire telle ou telle chose. J'avais besoin en fait de me prouver ça, donc je suis contente quand même de l'avoir vécu. Et j'ai vécu aussi des choses chouettes, j'ai vécu des choses magnifiques en Afrique, j'ai vécu des choses dures aussi en Asie, notamment en Corée, très très dures sur les femmes. J'ai senti la détresse aussi des femmes en Corée. La place de la femme, etc., à travers donc une prostituée qui était venue me pleurer sur les bras. J'ai vu la façon dont les hommes se comportaient, les Occidentaux en Asie. Ça m'a beaucoup... ça a fait résonner donc pas mal de choses difficiles. Hein. D'ailleurs, quand je suis passée de la Corée directement au Brésil, j'ai vomi pendant 12 heures dans l'avion, tellement ça m'avait choquée. Mais malgré tout, j'ai découvert des tas de choses et j'avais besoin en fait de le faire, ça. Donc je pense que ça avait un sens quand même dans ma vie, mais voilà. Après, il a fallu que je revienne sur qui j'étais et peut-être sur un mode de vie, une façon de vivre différente. Donc là, ensuite de 34 ans à 41 ans, j'ai fait un travail personnel. Bon, ça m'énerve ce truc que je vois. Voilà, là. C'est un petit morceau de petite bouloche que j'ai récupéré, bref. D'ailleurs, mais j'en ai aussi ici. Donc après, j'ai fait de 34 ans à 41 ans un travail personnel de déconstruction, reconstruction. J'ai essayé plein de choses, plein de thérapies. Je me suis ouverte à tout, c'est-à-dire... donc à l'époque j'étais encore mariée, j'avais aussi les moyens de le faire, donc j'ai essayé beaucoup de choses, des choses traditionnelles, des choses, plein de choses sur l'énergétique. J'ai fait une formation de 3 ans en énergétique chinoise, j'ai fait 1 an d'homéopathie, j'ai fait du Reiki, j'ai fait du Qigong, du Tai Chi, je ne vais pas vous faire toute la liste, j'ai exploré énormément de choses. J'ai vu que là, les animaux, en fait, et les ressources de la petite sorcière sont revenues. C'est-à-dire que là, les animaux, en fait, sont revenus m'accompagner. J'ai énormément utilisé, notamment le loup. Hein. Le loup, ça a été une très, très grosse ressource pour moi, notamment lors des crises d'angoisse que je faisais, qui étaient des crises où j'en ai fait pas mal, et dont certaines très très impressionnantes, et pour moi et pour les autres, où en fait j'arrivais plus à respirer. Donc ça c'était une réminiscence de ce qui s'est passé à l'hôpital. Donc j'avais la gorge qui se serrait, j'arrivais plus à respirer et j'avais l'impression que j'allais mourir. Et le loup est venu et j'avais j'ai toujours cette capacité à me transformer,
Ça, c'est aussi quelque chose, hein, quand on vit un traumatisme, on a le cerveau qui est capable de faire de la dissociation. Donc j'avais cette capacité à me dissocier et à me transformer en loup. Et au lieu de l'utiliser contre moi, cette fois-ci, j'ai utilisé on va dire cette particularité du cerveau, cette blessure du cerveau, pour m'aider et pour pas avoir à prendre de la chimie lourde à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse grave. Donc ça a été merveilleux. J'ai vécu plein de choses étranges aussi, hein, ça m'a réouvert sur le monde de l'étrange, le monde des morts, le monde des gens voilà, le monde étrange. C'est aussi ces choses-là que j'utilise quand je tire les cartes, notamment pour les autres, où je vais contacter ce truc un peu mystérieux que j'arrive pas trop à m'expliquer, mais qui fait que je me connecte voilà, à quelque chose à autre chose. Alors le jeu, parce que quand même l'idée c'est de montrer des jeux, j'ai choisi ce jeu-là, qui finalement est pas très différent de celui-là, mais qui est beaucoup plus sombre. Alors c'est le Raven's Prophecy. C'est un jeu qui est tout en lumière et en ombre, c'est-à-dire que je suis allée chercher la lumière. Et je suis allée chercher aussi, c'est là où aussi j'ai beaucoup travaillé avec la théosophie, la psychosophie, donc avec les rayons d'âme, etc. Donc ça m'a aidé à utiliser mon mental d'une façon plus intéressante. J'ai aussi fait de la formation PNL, bref. Donc je suis allée chercher la lumière et j'ai retrouvé ce chemin de vie, un nouveau chemin. C'est-à-dire que moi, mes chemins de vie, c'est pas des chemins tout droits et en douceur. Moi, je prends des chemins, je vais dans un sens, je continue jusqu'à ce que je me trouve devant une impasse, et après, ou que je me torde la cheville, et puis du coup, je prends un autre chemin. Donc ça, c'est ma façon d'avancer. Et donc, voilà. Donc c'était un chemin avec pas mal de souffrances. Voilà. Puis j'ai vécu des choses difficiles. À un moment, j'ai pas mal cheminé avec une amie qui s'est suicidée. Donc j'avais aussi, j'ai eu ça aussi qui était très très difficile, qui reste un petit peu difficile aujourd'hui. Voilà, donc il y avait, j'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'il y a les plumes que l'on laisse aussi quand on avance, et puis il y a ce retour à la pureté, ce retour à la source que j'ai commencé, ce retour à l'énergie aussi, et puis cet espoir que j'avais, et ce truc que j'ai senti en moi, que en fait cette bougie elle est en moi, et je vais voilà, j'ai cette lumière en fait qui fait que je continue, bien que ce soit difficile, bien que ça a été très difficile. Donc voilà, j'ai aussi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup celle-ci qui est liée au mental. Et qui est liée au mental, et en fait c'est l'intuition, c'est la grande prêtresse. Et malgré tout, cette loupe, elle me représente énormément, c'est-à-dire j'ai ce côté et mental, et on a ça dans les oiseaux notamment, et intuitif. Et voilà, c'est un peu le mix un peu bizarre, l'imbroglio, toutes les choses qui paraissent, toutes les choses dont je suis faite qui paraissent pas être très, comment dire, j'ai pas une personnalité qui est très intégrée, très lisse, très non, j'ai tout un tas de petits morceaux de moi, des choses que j'ai plus, que je recherche, un petit peu comme dans La Loba, avec la sorcière qui va récupérer tous les os d'un loup, d'une louve, pour souffler dessus, pour qu'elle revive. Donc moi, je vais rechercher ces os-là pendant cette période-là, pour pouvoir après souffler dessus et repartir. Donc c'est une période où j'ai mis beaucoup de sens, et surtout j'ai compris des choses, pas tout, mais j'ai compris un certain nombre de choses, et j'ai beaucoup appris sur... j'ai fait énormément de recherches sur le cerveau, comment fonctionne le cerveau, et sur le mystérieux, et
essayer de comprendre, de mettre des mots sur ce monde mystérieux, et sur ce monde mystérieux qui est le monde qui donne du sens en fait. Donc voilà, donc ça a été déconstruction, une période de déconstruction et de début de construction. Une période où je me suis retrouvée un petit peu, une période qui m'a permis donc aussi de... Alors que quand je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup en déplacement, je me suis pas beaucoup occupée de mes enfants. Et là, comme j'avais plus de temps, je travaillais beaucoup moins, ça m'a permis de retrouver en fait et de passer du temps avec mes enfants. Et ça a été un immense cadeau de la vie. Malgré la difficulté de cette période, j'ai passé ce temps avec mes enfants, et notamment après, quand ils ont commencé à être plus grands, j'ai eu du temps pour partager avec eux. J'étais pas tout le temps sur les nerfs parce que j'étais fatiguée, parce que je travaillais beaucoup. Et du coup, ça a été une grande chance pour moi. Et après, comme je vous l'ai dit, comme j'avance jamais droit, à 41 ans, mon mari m'a dit je pars, je veux plus continuer comme on continue. Voilà, il en avait marre. Il a demandé le divorce, même si on a fait un divorce à l'amiable, et que lui, il a enregistré ça comme comment dire, comme si on l'avait décidé à deux. En fait, non, il a décidé lui de partir. Moi, j'aurais jamais fait ça parce que j'avais cette idée de couple idéal. Et pour moi, voilà, on élève ensemble des enfants, même si tout se passe pas forcément de façon idéale dans le couple. On était un couple un peu bizarre. On n'a jamais eu trop de conflits. Mais moi, c'est vrai que j'étais devenue une femme différente de la femme qu'il avait rencontrée. J'étais hypersensible, j'étais en train de travailler, de faire face à mes démons. Donc, j'étais pas la super héroïne qu'il avait rencontrée. Voilà, j'étais devenue fragile. Et il y a des choses qui étaient difficiles pour lui. Bon, bref, de toute façon, c'est son histoire à lui. Mon histoire à moi, c'est que j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et si, en fait. Donc, le jeu que j'ai choisi, il est... où est-ce qu'il est ? Oh, je l'ai rangé. C'est le tarot Omégaland. Alors, ce tarot Omégaland, c'est un tarot survivaliste. C'est un tarot d'un monde post-apocalyptique. Parce que pour moi, quand il est parti, ça a été l'apocalypse. Mais j'ai serré les dents et je me suis transformée. Et d'ailleurs, j'ai dû utiliser aussi la dissociation pour construire quelque chose, c'est-à-dire quitter la maison dans laquelle on était, retrouver un lieu pour vivre, mettre mes petits poussins dans un nouveau nid, gérer leur tristesse, leur déception aussi, et gérer aussi moi ma vie, parce que j'ai été aussi à 41 ans licenciée. Donc j'ai eu tout ça à gérer, et ça a été voilà, j'ai serré les dents et j'ai été dans ce monde tout détruit où il faut survivre. Donc ça a été le début. La vie a été super chouette avec moi, c'est-à-dire que c'est vrai, j'ai serré les dents, j'ai vécu des trucs difficiles, enfin ça a été difficile pour moi, surtout que ça a touché directement la sécurité intérieure. Mon ex-mari m'apportait pas mal de sécurité intérieure parce que lui en avait.
Et moi, j'en avais pas du tout. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule à moi devoir sécuriser ma vie avec mes enfants et à vivre dans ce monde que je voyais. Et il y a une partie de moi qui le voit toujours comme étant hostile et difficile. Donc c'est un monde où on se bat, mais c'est aussi un monde où on apprend, et c'est ça que on apprend à être débrouillard, voilà, déjà. Donc j'ai commencé à... j'ai déjà ce truc-là d'un peu de la débrouillardise. On apprend aussi à saisir les mains qui se tendent et à tendre les mains aussi. Donc un monde beaucoup plus humain, moins axé sur l'argent, sur les possessions, sur les apparences et beaucoup plus sur l'homme en fait. Donc oui, moi voilà, ça a été ça a été cette explosion-là qui m'a mise dehors. C'est un monde aussi où on apprend, et ça je l'ai retrouvé, c'est quelque chose que j'avais et qui fait partie de qui je suis, c'est-à-dire j'ai un caractère assez contemplatif. Ça veut dire que je prends beaucoup de plaisir sur des petites choses, et notamment, par exemple, je vais avoir une joie immense à sentir mes fleurs, à être assise dans l'herbe et à regarder les animaux, les petites fourmis, à profiter des choses toutes simples, à portée de la main de la vie. Et ça m'a... j'ai retrouvé ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai été... voilà, la vie m'a fait des cadeaux, elle m'a pas laissé en rade dans ces moments qui ont été difficiles, hein, parce que j'ai repris des médicaments, parce que après, une fois que j'ai remis tout le monde en sécurité, le surmoi était raplapla. Et donc j'ai fait des belles rencontres. Et j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide pour retrouver un logement, pour travailler certaines choses. J'ai rencontré notamment des hommes aussi qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, qui ont été des vrais cadeaux de la vie. Voilà, donc j'ai essayé plein de... Oui, j'ai eu des hommes et des femmes aussi. Et voilà, donc ça a été très chouette. Et dans ce jeu-là, on le retrouve en fait. On retrouve aussi la solidarité, le fait qu'on n'est pas seul et qu'on chemine pas seul. Dans ce jeu-là, il y a cette idée de structure qui s'effondre. Et il y a aussi cette idée de simplicité, parce qu'on est dans un monde hyper complexe. Et moi, je souffre de cette complexité du monde. Je souffre, c'est difficile pour moi. Le monde est très compliqué. Et du coup, il me paraît très menaçant, alors que dans un monde post-apocalyptique, la menace, elle est hyper claire, c'est beaucoup plus simple. Les choses seront plus simples, même si j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde comme ça. Et que dans notre monde-là, il y a plein de choses qui sont très belles. Regardez, celle-ci, elle est magnifique. C'est un jeu qui est plein d'espoir, et les personnages sont hyper sympas. Voilà, donc j'ai commencé à faire d'autres choses, me transformer, à travailler d'autres choses, à rechercher qui j'étais en fait. Et donc après la déconstruction, le début de la construction, là c'était vraiment une période où je terminais de tout casser en fait, toutes les anciennes structures, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et pour reconstruire, donc c'est un petit peu ce monde-là qui est un peu dangereux parce que je maîtrise pas tout. Mais voilà, aussi avec des belles surprises, des beaux cadeaux de la vie et des petits plaisirs de ce style-là. Voilà, et puis j'ai commencé la psychanalyse et j'ai commencé à travailler aussi avec quelqu'un qui était spécialiste des traumatismes. Et là, j'ai mieux compris comment je fonctionnais, qu'est-ce qui allait pas pour moi, le fait que je souffrais d'un stress post-traumatique. Et donc accepter en fait aussi cette façon que j'ai de fonctionner. J'ai compris que mon cerveau n'était pas tout à fait comme celui des autres.
et mais qu'on peut aussi qu'on peut être différent et qu'on peut vivre différemment et qu'on peut aussi apporter quelque chose et que ce que j'avais vécu c'était aussi un terreau j'étais capable de comprendre beaucoup de choses, j'étais capable de ressentir plein de choses et que toutes ces choses-là c'était pas que à mon désavantage, je pouvais aussi en faire une force. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, parfois de façon un peu maladroite. J'ai essayé pendant un moment, par exemple, j'ai aidé les gens, mais ils étaient à côté de moi. Je faisais des tirages psychologiques. Et donc j'apportais en fait ce ressenti, plus j'avais cette formation de coaching, donc j'étais assez forte pour faire remonter les choses et pour travailler justement au niveau psychologique avec les cartes. Mais après une heure et demie de travail avec la personne, quand elle partait, moi je tremblais pendant une demi-heure. Et après, donc, j'ai compris que je suis trop sensible et que la proximité physique de la personne, c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer et j'avais pas suffisamment de force pour le faire. Donc après, j'ai cherché d'autres moyens d'utiliser ma sensibilité d'une façon différente. C'est pour ça que je préfère faire les choses à distance. Sans que ce soit pour moi, je m'étais dit, tiens, je pourrais en faire un métier, je pourrais vivre de ça. Et en fait, c'est pas juste pour moi parce que je peux pas faire trop de tirages par semaine parce que ça me prend pas mal d'énergie, que ça me demande de beaucoup me centrer. Et donc, j'ai aussi à respecter ça. Donc, j'ai décidé que non, j'allais pas faire du coaching avec les cartes, que j'allais le faire à travers ma chaîne, partager un certain nombre de choses. Et ça, j'avais vraiment envie de partager parce que aussi Internet m'a beaucoup aidée. Donc j'avais cette idée d'être dans le partage, d'être dans ce monde où voilà, on n'est pas tout seul et on peut aussi compter sur les autres. Voilà, d'être dans ce jeu-là, on l'a dans pas mal de cartes où on a des personnages qui sont ensemble. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, partager, mettre un sens, parler de ce que moi j'avais vécu, et puis faire quelque chose de lumineux, parce que j'avais commencé par une chaîne plutôt sombre avec plutôt un partage sur la souffrance, et j'avais envie, en fait, parce que j'ai découvert les cartes donc quand j'ai été hospitalisée, j'avais envie de partager quelque chose de lumineux et des outils de lumière, donc entre autres les animaux totems, partager les cartes aussi, ce qu'on peut faire avec les cartes, et faire partie aussi de cette communauté, tout en me sentant un petit peu protégée derrière mon écran, parce que ça me protège un petit peu des peurs que je peux avoir. Donc je respectais mon déficit de sécurité intérieure tout en utilisant et en suivant ce que j'avais envie de faire au niveau du cœur, c'est-à-dire du partage des belles choses. Moi, je suis très sensible aussi aux œuvres d'art, donc j'avais envie de présenter, de montrer des beaux jeux, de montrer aussi des jeux avec lesquels on peut travailler. Voilà, donc il y avait ça, et il y avait le travail aussi de psychanalyse, d'apprendre qui je suis, et je suis encore en train de le faire. Je suis encore dans ce monde où j'essaye de survivre, où les choses sont difficiles, mais je suis beaucoup dans cette étoile-là, dans cet espoir, et les choses ne sont pas que difficiles, les choses aussi sont super belles. C'est-à-dire que l'hypersensibilité que j'ai, elle me permet de tout sentir très fort, c'est-à-dire voilà, j'ai le système parasympathique qui ne régule pas au niveau émotionnel, donc je peux, si je ne suis pas hyper centrée
ou si voilà, c'est hyper centré comme quand je fais des tirages, ou si je ne me dissocie pas, et je peux le faire de moins en moins, c'est-à-dire de plus en plus je suis appelée à être plutôt me centrer plutôt que de me dissocier, je vais tout ressentir puissance 10 000. Mais c'est les peurs que je peux ressentir très fortes, l'anxiété, etc. C'est aussi la joie que je peux ressentir de façon très forte. Et la connexion avec la nature, la connexion avec les fées, la connexion avec oui, les animaux, avec les odeurs. Je suis très très sensible aux odeurs. J'ai un nez hyper, hyper performant. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est hyper beau et qui est vraiment de ce domaine de l'étoile. Et voilà, même si j'ai une vie qui n'est pas une vie, on va dire, plate, tranquille, etc., j'ai une vie avec plein de choses qui sont belles et qui m'arrivent. Et par exemple, les retours sur YouTube, c'est des choses qui me nourrissent, les partages que je peux avoir, les moments où je me dis ben non, si moi à des moments j'ai moins de temps, ou je suis pas obligée de me mettre la pression, je suis pas obligée de faire les vidéos que je fais, je suis pas obligée de faire les tirages, je peux choisir. Il y a des moments où j'en fais beaucoup parce que je sens cette énergie et je sens que j'ai ça à transmettre, et d'ailleurs il y a des gens qui m'appellent pour que je fasse des tirages, et il y a des moments où j'ai plus besoin de revenir en moi, et dans ces moments-là personne m'appelle. Donc comment dire, la vie s'adapte un petit peu à ce que je suis. Et voilà, et j'ai rencontré aussi un homme qui est quelqu'un vraiment de très chouette, avec qui je vis une belle aventure. Et par exemple, dans ce jeu-là, vous voyez qu'on a aussi des belles cartes. Et cette carte-là, elle représente bien aussi cette relation qui est hyper importante pour moi, qui apporte des challenges aussi, mais qui apporte beaucoup de compréhension, de douceur, d'amour. Et, et voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est dans ce jeu-là, et que voilà, c'est aussi une partie de ma vie. Donc voilà, alors ça a été un petit peu long, je ne sais pas si je vais la faire en anglais parce que je me sens pas forcément de la refaire dans une langue étrangère. J'espère que ça vous aura intéressé, ce partage. Si vous avez envie de faire cette vidéo, alors cette vidéo, faire ce challenge, ce tag, vous pouvez le faire de façon peut-être moins profonde, peut-être plus. On peut le faire à différents niveaux. Moi, j'ai trouvé intéressant aussi de montrer qui j'étais, parce que je prends un risque chaque fois que je me montre fragile. Pour moi, c'est difficile, je me sens un petit peu menacée. Mais c'est mon travail à moi aussi de montrer qui je suis. Et ça m'aide en fait à assumer aussi une partie de ce que je suis, à l'accepter, à l'intégrer, et à retrouver en fait ces parties de moi qui ont été un peu éparpillées quand j'étais petite, et que j'essaye de récupérer. Et voilà, d'être authentique, d'essayer de l'être au maximum avec moi-même et avec les autres, c'est aussi une façon de guérir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse tous. Et donc oui, ce que je disais, c'est que si vous avez envie de le partager, faites-le. Vous pouvez le faire juste en partageant les jeux, en mettant la liste des jeux dessous, en disant voilà, moi de 0 à 10 c'est tel jeu, etc. Ou en faisant une vidéo. Voilà, sachant que cette vidéo, elle est plus intime et elle brasse beaucoup, je trouve. Mais j'ai trouvé ça passionnant à faire. Donc soit de le faire sous la vidéo, soit le faire sur Facebook, etc. Donc faites-le, même Instagram, faites-le où vous avez envie de le faire, si vous avez envie de faire ce travail. En tout cas, vous pouvez le faire aussi juste pour vous. J'ai trouvé ça extrêmement riche et puissant, et guérisseur aussi. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.